Bonjour à tous. Alors que je ne me trompe pas de flèche. C'est bon. Bien. Donc, ma présentation va consister à approfondir un point que Hervé a abordé tout à l'heure, qui part sur l'attaque contre DNS cette année. Alors, l'année des dénis de service, on le dit quasiment tous les ans, avec une particularité pour l'année 2016, puisqu'on a atteint des records et des tailles, des volumes d'attaque jamais atteints jusque-là, qui avaient été théorisés, mais qui n'avaient jamais pu être réalisés sur la base des réseaux que nous connaissions jusqu'alors. En troisième arrive le blog de Krebs, que la plupart d'entre vous connaissent très probablement, qui a subi en septembre 2016 une attaque dont la puissance a été évaluée à 655 gigabits par seconde, ce qui est très considérable, qui a même valu en fait à son hébergeur de jeter carrément l'éponge sur les dispositifs de protection qu'il était capable de lui fournir. OVH ensuite, donc un hébergeur français qui a subi en septembre 2016 une attaque de 1,1 terabits par seconde. Donc quand on commence à parler de Tera en volume d'attaque d'IDOS, ça commence à devenir très sérieux. Et la palme, malgré eux, est venue donc par DIN, puisque l'attaque est jusqu'à présent publiquement estimée à 1,2 terabits. En réalité, elle serait plutôt autour de 1,5 à 1,6. Vous comprenez qu'à ce niveau d'implication, les estimations doivent être prises avec des pincettes, en tout cas en échelle de niveau. C'est suffisamment significatif pour que nous en tirions des leçons. Notamment, c'est pas la première fois, bien évidemment, que des hébergeurs soient attaqués. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est qu'on les attaque sur leur structure même. Ils ont pu être attaqués parce qu'un site en particulier a été visé. D'ailleurs, nous verrons juste après comment ça peut mal tourner, ce genre d'affaires. Donc DNS est littéralement tombé à genoux suite à l'attaque dont vous avez pu constater le volume. Les sites qu'il hébergeait et les services liés à ces sites ou les services qui étaient hébergés par cet hébergeur sont tombés, ont été inaccessibles. Parmi eux, on compte des mastodontes d'Internet dont le service et l'existence en ligne est non seulement absolument vitale, mais même la condition sine qua non de leur modèle économique. Donc ils ont été rendus parfaitement inaccessibles, puisqu'en réalité c'est tout un pan de l'Internet mondial qui est tombé. Alors, ça a surpris absolument tout le monde que des acteurs de ce type-là se retrouvent inaccessibles, inopérants en même temps. Alors, on a sorti les suspects habituels pour les tentatives un peu prématurées, qui le sont toujours d'ailleurs, d'attribution de l'attaque. On a parlé des États-Unis. Ça a été invalidé. Le DNS étant situé aux États-Unis, la plupart des sites qui étaient hébergés étant américains, il y avait peu de chances pour qu'ils se soient tirés une balle dans le pied. La Chine, la Russie, pourquoi pas la Corée du Nord. On a appris qu'ils avaient Internet puisqu'ils répondent sur Twitter. Donc, en tout cas, isolé pour le coup, DIN l'a été. Mais en réalité, l'explication pourrait très bien se trouver ailleurs. Plusieurs hypothèses sont émises. Parmi elles, certaines sont plus crédibles que d'autres. Et parmi elles, alors j'ai fait un choix un peu arbitraire puisqu'il va me permettre d'illustrer la petite analyse que je vous proposerai juste après. On a parlé d'une sombre vengeance de PlayStation sur le réseau PlayStation. Un joueur un petit peu déçu de la qualité de service aurait décidé de s'en prendre donc à la plateforme qui était hébergée par DNS. Donc on a un joueur un petit peu énervé qui va en ligne et se loue un botnet pour conduire une banale attaque par déni de service sur l'IP qu'il a repéré. Et il loue un malware qui s'appelle Mirai, dont je vous parlerai un petit peu après. Des caméras IP insuffisamment protégées, une puissance donc démultipliée par environ 100 000 objets connectés impliqués dans l'attaque, sur un potentiel total de 6,4 milliards d'objets connectés dans le monde. Les moyens étaient pour le moins disproportionnés quant à l'attention de ce gamer, si c'est bien lui qui est derrière cette attaque.
Parce qu'en réalité, le malware et le botnet qui a été utilisé, Mirai, qui signifie avenir en japonais, c'est un malware en source ouverte qui est apparu en 2016. Les premiers signalements, disons sérieux, ont été faits en septembre, sur des forums cybercriminels. Ce malware, qui est hébergé sur un botnet dédié, scanne en permanence les réseaux pour trouver des caméras IP vulnérables. Ainsi qu'Hervé vous l'a dit tout à l'heure, ces caméras ne sont pas spécialement conçues pour répondre à des problématiques de sécurité numérique. Elles peuvent l'être pour des sécurités physiques, puisqu'on en trouve dans les aéroports, on en trouve dans la rue, on en retrouve absolument partout, dans les centres commerciaux, etc. Et chez les particuliers. Des routeurs domestiques sont également inclus. Les mots de passe étant très simples pour, vous comprenez, que les utilisateurs aient le moins d'efforts possible à faire pour se connecter. Il ne faut pas dépasser plus de 4 caractères, sinon après on ne se souvient plus, et c'est bien compliqué. Donc, les concepteurs de ce malware ont bien saisi là l'opportunité d'utiliser des systèmes d'attaque très basiques, des attaques par dictionnaire, du brute force, etc., pour forcer l'accès à ces caméras qu'ils ont préalablement utilisées. Une fois qu'ils les ont affectées, elles sont intégrées au botnet et sont incluses dans des réseaux plus larges servant justement à des attaques par des nids de service. On a donc, vous imaginez qu'avec 100 000 objets connectés, la puissance, la bande passante mobilisée, est beaucoup plus importante. C'est ce qui permet d'arriver à des chiffres, comme on l'a vu, à des puissances d'1 téra par seconde, etc. Et de contourner donc les dispositifs de filtrage, puisque les pare-feux ne sont a priori pas paramétrés pour empêcher l'accès d'une IP complètement standard, qui, en plus, avec un peu de chance, est déjà absolument pas identifiée. Enfin, un peu de chance pour le pirate. Ces connexions sont très difficiles à tracer, car extrêmement réparties, puisque lorsqu'on a une centaine, plusieurs centaines d'adresses IP impliquées dans une attaque par des nids de service, ça reste relativement humain d'envisager de les répertorier. Lorsque vous en avez plusieurs millions, ça devient un petit peu compliqué. Voilà. Ce botnet aurait également servi, en novembre 2016, à paralyser les infrastructures Internet du Libéria. La particularité du Libéria et de plusieurs pays de la côte atlantique africaine, c'est qu'ils ne sont desservis en Internet que par un seul point d'entrée, qui est un câble sous-marin. C'est cette infrastructure qui a été ciblée par une attaque par des nids de service, conduite avec le même botnet, qui a littéralement coupé Internet pour tous ceux qui y avaient accès, donc les institutions, les administrations, les services publics, les entreprises, les hôpitaux, les services de secours, les particuliers, évidemment. En cause, c'est évidemment les failles de sécurité des caméras et de certains matériels comme les routeurs domestiques. Les ports sont ouverts et accessibles par défaut et pour ceux qui sont réservés aux opérations de maintenance à distance faites par les constructeurs ou par leurs sous-traitants ou prestataires, ces protocoles sont connus puisqu'il suffit d'acheter le produit pour avoir la marche à suivre et appeler le service après-vente. Et donc ces protocoles sont détournés. Vous avez juste en bas la carte des cibles de l'attaque contre DIN, donc qui ont ciblé plusieurs centres. Donc la plupart des caméras et des routeurs qui ont été ciblés se situaient aux États-Unis, de ce qu'on en sait en tout cas. Donc est-ce qu'on a essayé de tuer Internet? Évidemment, la question est, et c'est d'ailleurs étudié un petit peu spectaculaire, puisque en fait, si on met en parallèle ces attaques, on en vient à se poser la question, si on la met en parallèle avec d'autres attaques qui ont été constatées, notamment par des chercheurs en sécurité qui ont rendu publiques leurs constatations, des attaques qui ont visé notamment des hébergeurs, mais également de grosses structures, des attaques avec des profils complètement atypiques, qui commençaient progressivement, s'interrompaient, reprenaient quelque temps après, de manière plus importante, sur des ports différents, sur des axes, mais toujours sur la même cible. Et au final, ça donne vraiment l'impression qu'une force quelconque, soit étatique, non étatique, extraterrestre ou pas, serait en train de tester de manière systématique et avec des puissances décuplées, donc, les éventuelles failles du réseau
centrale de l'Internet mondial. Et c'est bien ce qui nous inquiète aujourd'hui parce que oui, j'arrive. La preuve de la capacité de mener une telle attaque contre un État et de pouvoir que tout le monde puisse constater son efficacité pose évidemment la question de la disponibilité des objets connectés comme moyen d'attaque à tout un chacun. Je vous remercie.